L'intelligence artificielle, est-ce que chez vous, sur le diagnostic par exemple, sur la recherche, est-ce que c'est une grande révolution, mais aussi peut-être, il faut peut-être s'en méfier aussi? C'est une révolution très importante, mais qui n'en est qu'à ses débuts, et donc il faut aussi l'apprivoiser. Comme tout nouvel outil, elle fait aussi des erreurs, donc il faut être capable aussi de les analyser, de les corriger. Oui, ça va, et pour la médecine, il va y avoir certainement une aide au diagnostic des images scanner ou IRM, Au calcul? au calcul Oui. aussi, et puis même en recherche, par exemple en recherche génétique, quand vous trouvez par exemple 1000 gènes possibles dans une maladie, ça nécessite un calcul très approfondi pour sélectionner ce qu'on appelle le gène d'intérêt, ou les 2-3 gènes d'intérêt qui nécessitent de démêler l'écheveau scientifique. Et donc l'IA peut être d'une grande aide dans cela. C'est un nouvel outil, il faut l'apprivoiser, il faut faire attention à ses débordements, et aussi pas croire que ça va remplacer l'humain. Les deux doivent travailler ensemble. Des grandes victoires en 2017, c'est cette greffe du larynx, qui est une première française et une première mondiale. C'est une immense fierté pour la France. Oui, mais il y en a d'autres, hein. Oui. Celle-là a été très marquante parce que c'est parti comme une traînée sur les réseaux sociaux et dans la presse, mais les autres par exemple? Actuellement, par exemple, il y a travail dans un syndrome rare de neurofibromatose, qu'on appelle, où les gens ont des tumeurs énormes. C'est une équipe française qui a trouvé l'utilisation d'un médicament grâce à la recherche qui fait fondre les tumeurs. Dans la transplantation d'organes, c'est un Français, Alexandre Loupy, qui a développé ce qu'on appelle un algorithme pour prédire le rejet de greffe, qui est maintenant validé aux USA. On a énormément de progrès où des équipes françaises sont leaders, mais c'est vrai qu'il faut le faire savoir. On peut être fier de la recherche française, hein. C'est-à-dire il faut bien voir qu'on est dans la compétition mondiale. Il y a des chercheurs qui sont de niveau mondial, il y a des chercheurs qui sont leaders au niveau mondial. Il faut être conscient de ça, mais c'est vrai qu'en termes de moyens, on n'a pas les moyens des États-Unis, on n'a pas les moyens de la Chine, mais il faut aussi qu'on ait un investissement conséquent pour développer notre recherche, pour être compétitif au niveau international, et aussi qu'on s'appuie aussi sur l'Europe pour justement créer des consortiums de scientifiques, de chercheurs, de médecins qui vont avoir, je dirais, la puissance de feu de nos amis américains et chinois. Il n'y a pas de fuite de cerveau dans la médecine et dans la recherche? Il y a pas mal de chercheurs qui font une thèse ce qu'on appelle une thèse de doctorat d'université en France, et puis qui font un postdoc aux États-Unis et qui sont restés aux États-Unis, qui ont fait carrière. Mais on en fait revenir. On a fait revenir la professeure Bana Jabri de Chicago, après 25 ans à Chicago, qui a pris la tête de l'IHU Imagine. Et Yasmine Belkaïd, qui dirigeait une branche du NIH, après 25 ans de carrière aux États-Unis, a pris la direction de l'Institut Pasteur. C'est essentiel qu'on redonne de l'attractivité à la recherche française, d'une part avec notre capacité d'investissement, une qualité de travail, des outils de travail qui sont compétitifs au niveau international, que ce soit en immobilier, c'est-à-dire en qualité des bâtiments de recherche, mais aussi en investissement technologique, en équipement technologique compétitif au niveau international. Et là, avec le nouveau budget, vous êtes suffisamment servi? Pendant un certain nombre d'années, la recherche biomédicale et la recherche tout court ont été sous-investies. Il y a eu, sur ces 5-6 dernières années, un réinvestissement vrai. Il y a eu deux choses qui sont importantes. Il y a eu la loi de programmation de la recherche qui a permis de réinvestir, de revaloriser les salaires des chercheurs, revaloriser les salaires des ingénieurs et des techniciens, mais aussi de créer des chaires professeurs juniors, de remettre du vrai investissement. Et puis aussi, après le Covid, France 2030 et son volet santé, qui ont permis en effet de créer des grands programmes nationaux de recherche qu'on appelle les PEPR, programmes et équipements prioritaires de recherche, de l'ordre de 50 à 80 millions d'euros sur 5 ans, qui ont redonné de l'ambition et un vrai plus à la recherche française. Comme vous le savez, en effet, il y a des problèmes budgétaires. J'essaye de convaincre mes tutelles justement de ne pas casser cette dynamique. On est reparti sur un trend très positif. Il est essentiel qu'on ne casse pas cette dynamique, parce que la recherche, c'est vraiment l'investissement d'avenir, le futur. Est-ce que la recherche est en open source mondiale, et si elle ne l'est pas, est-ce qu'il faudrait qu'elle l'est soit? Une grande partie est maintenant en ce qu'on appelle sciences ouvertes. On pousse maintenant les chercheurs à publier en sciences ouvertes. Il faut savoir quand même que c'est pas, je dirais, il y a aussi un business model, c'est-à-dire que les chercheurs, souvent pour publier leur recherche, quand elle est validée, il faut payer l'article, donc il y a un investissement à ça, mais par contre, oui, on pousse beaucoup à la science ouverte pour toute la recherche, oui, pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Les maladies dégénératives, est-ce que on peut avoir un peu d'espoir quand même, à court terme? Premièrement, il y a deux choses. C'est que grâce à l'hygiène, grâce à la médecine, la vie des Français, la vie des personnes s'est allongée. Ce que veulent les gens, ils ont raison, c'est vieillir en bonne santé.
ce qu'on appelle en anglais healthy aging. Et ça, c'est un vrai sujet de recherche. Vivre jusqu'à 90 ans, mais avoir ces 10 dernières années en démence sénile ou en ne pas reconnaître ses proches, ne plus être l'homme ou la femme qu'on a été, ça, c'est un vrai problème. Donc, travailler sur les maladies neurodégénératives comme le Parkinson, comme l'Alzheimer, comme d'autres maladies, c'est un vrai sujet prioritaire. Et d'ailleurs, l'INSERM va s'engager dans un plan national de recherche, un programme national de recherche sur les maladies neurodégénératives. Je ne peux pas vous promettre à court terme un médicament ou la solution, parce qu'il faut aussi des sauts de recherche technologique, des vraies avancées fondamentales qu'on n'a pas encore faites, mais on y arrivera. J'ai vu dans ma carrière des progrès absolument fabuleux, des maladies non guérissables qui maintenant guérissent. Je soignais des gens qui avaient l'hépatite C. Grâce à la recherche, on a identifié les cibles de multiplication du virus, les cibles thérapeutiques. On a développé des médicaments sur ces cibles. Et maintenant, vous prenez 2 comprimés d'antiviraux pendant 3 mois, et il n'y a plus de virus et c'est fini, vous êtes guéri. Pour le VIH, je suis une génération qui a connu le début du VIH. Et en 1983, vous attrapiez le VIH, vous étiez condamné à mort. C'est vrai. C'est-à-dire à 100%. Or, maintenant, il y a des gens qui ils prennent un comprimé par jour, ils n'ont pas de charge virale du tout et ils vivent aussi longtemps que les gens qui sont non VIH. Il y a des leucémies qui tuaient les enfants qui maintenant sont guéris. Tout ceci, c'est vraiment issu de la recherche. Donc la médecine a progressé. Maintenant, sur les maladies neurodégénératives, oui, on va trouver des solutions. Oui, on va faire des progrès. Je ne peux pas vous garantir que c'est dans les 2 ans qui viennent. En tout cas, je peux vous dire qu'on met beaucoup de moyens sur la recherche sur les maladies neurodégénératives.